Monsieur, bonsoir. Au compte de l'actualité, retenez que le combat contre les mutilations génitales féminines est lancé. Le projet nommé Baté va sensibiliser pour l'abandon de cette pratique dans toutes les préfectures de la Guinée. Lutte contre Ebola, une délégation gouvernementale dans la sensibilisation. Elle a rencontré à Forêt-Caria des personnes contacts et assisté à la sécurisation d'un corps avant l'enterrement. Et puis bientôt une nouvelle maison carcérale à Dibreka. La maquette a été présentée aux autorités. Le coût de réalisation est estimé à plus de 200 milliards de francs guinéens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au Palais Sékou Touréa, quelques ambassadeurs des pays amis ont présenté ce jeudi leur lettre de créance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Il s'agit des ambassadeurs du Burkina Faso, des Pays-Bas, de la Roumanie, du Portugal et de l'Inde. Le compte-rendu avec Ibrahima Keita. Ils sont au total 7 ambassadeurs plénipotentiaires de leurs pays respectifs à présenter ce jeudi leur lettre de créance au président de la République, professeur Alpha Condé. D'abord, celui des Pays-Bas. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté Willem-Alexander, le roi des Pays-Bas, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas et celle de rappel de mon prédécesseur, la Guinée Onawali. Ensuite, ce fut le Burkinabé Kodjo-Dougué, nouvel ambassadeur du pays des hommes intègres en Guinée, de présenter sa lettre de créance au chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Michel Kafando, président du FASO, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso et celle de rappel de mon prédécesseur. Le nouvel ambassadeur de la Roumanie en Guinée, c'est lui, Cyprien Miali. Il est venu présenter sa lettre de créance au président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Monsieur Klaus Iohannis, président de la Roumanie, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Roumanie en Guinée et celle de rappel de mon prédécesseur. Juste après le Roumain, c'était au tour du Portugais Paulo Jorge Pereira do Cimento
de présenter sa lettre de créance au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Cavaco Silva, Président de la République portugaise, m'accrédite auprès de Votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Portugal et celle de rappel de mon prédécesseur. Ensuite, c'est le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde qui a été reçu par le président de la République pour la présentation de sa lettre de créance. Mr. President of the Republic of Guinea, I have the honor to present my credentials from His Excellency the President of India, Mr. Pranab Mukherjee, a letter of my credentials as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, and also letter of a recall of my predecessor. Thank you. Madame Claudia Toubay Quintoro, elle est le nouvel ambassadeur de la Colombie en Guinée. Professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, j'ai l'honneur de vous présenter mes lettres de créance comme la première ambassadeur de la Colombie dans votre pays et exprimer la salutation de mon président Juan Manuel Santos. Merci. Mohamed Lamine Aboy Cheikh El Hadrami est le nouvel ambassadeur de la République islamique de Mauritanie en Guinée. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyyi karim. Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République islamique de Mauritanie, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République sœur de Guinée et celle de rappel de mon prédécesseur. Je vous remercie. La présentation de ces 7 lettres de créance atteste l'offensive diplomatique des autorités guinéennes, un pays engagé à davantage s'ouvrir au monde en vue d'une coopération renforcée et d'un partenariat fécond. À présent, nous vous donnons lecture de ces décrets signés du président de la République. Décret portant statut, attribution et organisation de l'Office national du tourisme. Le président de la République, vu la Constitution, décrète l'Office national du tourisme de niveau correspondant à celui d'une direction générale de l'administration centrale est un établissement public à caractère industriel et commercial
jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie administrative, financière et de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le présent décret, article 43, le présent décret qui abroge toute disposition contraire, notamment le décret 97/071/PRG/SGG du 5e mois 97 et l'arrêté conjoint numéro A/99/7001 du 2 août 1999 portant création, statut et organisation de l'Office national du tourisme sera enregistré et publié au journal officiel Conakry le 9 avril 2015, signé professeur Alpha Condé. Décret portant fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Office guinéen de publicité OGP. Le président de la République, vu la Constitution, décrète: le conseil d'administration et la direction générale constituent les organes de gestion de l'Office guinéen de publicité. Composition du conseil d'administration. Le conseil d'administration de l'OGP est composé de 7 membres titulaires. Le siège du conseil d'administration sont répartis de la manière suivante: un membre du ministère en charge de la communication, un membre du ministère en charge de l'économie et des finances, un représentant de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, un membre du ministère en charge du commerce, un représentant du personnel de l'OGP, un membre de l'association des professionnels de la publicité en Guinée, un membre de la haute autorité de la communication. Le ministre chargé de la tutelle est responsable de la mise en place du conseil d'administration de l'OGP dans un délai de 3 mois. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le président de la République, vu la Constitution, décrète: la loi L. Vu la loi L 2001/028 AN du 31 décembre 2001 portant principes fondamentaux de création, d'organisation et de contrôle des structures des services publics, dotation en capital. L'Office national de promotion de l'artisanat dispose d'une dotation en capital par l'État composée comme suit: une dotation en numéraire de 9 milliards de francs guinéens, une dotation en nature par l'affectation de l'Office des biens immobiliers, Centre artisanal Bambou, Rotin de Guinée, Centre d'exposition artisanale, villages artisanaux et toute autre infrastructure relevant du portefeuille de l'État dont les actifs feront l'objet, à compter de la date de signature du présent décret, d'une évaluation par un commissaire aux apports désignés conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé de l'économie et des finances, conformément à l'article 24 du décret D 92/133/PRG SGG du 26 mai 1992. Signé professeur Alpha Condé. Nous continuons ce journal. Le gouvernement fait de l'autonomisation de la femme une priorité. À Dubreka, au mois de février dernier, a été lancé un important projet de formation pour 150 filles défavorisées. Aujourd'hui, ces filles s'illustrent déjà aux yeux de leurs formateurs de par leur engagement. Reportage Tcherno Ousmane Diallo. Regard tourné sur leur machine de couture, les doigts qui orientent les morceaux de papier sous l'aiguille, ces demoiselles saisissent leur nouvelle chance de réussite après avoir, pour la plupart, quitté les bancs de l'école il y a bien longtemps. Dans ce centre d'appui à l'autopromotion féminine de Dubreka, elles sont 80 à nourrir le rêve de devenir stylistes. Toutes déscolarisées, elles sont issues de milieux défavorisés. Quand je venais ici, je ne savais ni couper, ni coudre, mais aujourd'hui je peux bien faire ces deux choses.
Nous remercions l'État pour la construction de ces centres. Avec nos métiers, nous serons respectés par nos maris. Encadrées par une équipe de formateurs, elles vont passer un an à apprendre différents modèles de couture. D'abord sur du papier, ensuite sur des tissus de pagne. Résultat de la coopération entre la Guinée et l'UNFPA, ce centre revêt un grand espoir pour la couche féminine du Dubreka. Il y a certaines qui sont arrivées ici vraiment qui n'avaient pas les moyens, leur famille n'avait pas les moyens de les mettre dans une école. Donc quand elles sont arrivées ici, on les a pris vraiment ici, elles ne payent rien du tout. On les prend, l'inscription, il n'y a rien à payer, tout est aux charges de l'État. La difficulté, c'est peut-être le petit moyen de transport pour les filles. Voilà, si on a ça, il n'y a pas de problème. L'autre défi pour les encadreurs, c'est d'alphabétiser les apprenantes. Avant chaque cours pratique, rendez-vous est pris dans cette salle pour quelques heures d'enseignement de la langue française et des notions indispensables à la matérialisation de leur projet. Après la fermeture de l'usine de Fria, les épouses des travailleurs de cette entreprise se lancent dans la vente de la glace, une activité qui leur permet de subvenir à leurs besoins, même si le bénéfice récolté ne répond pas à leur attente. Le constat est signé Rose Pocho. Nous sommes au Grand Plateau de Fria. Ici, le commerce de la glace est devenu l'une des activités principales de ces dames de la cité. Nos époux ne travaillent plus. Certains ont perdu leur mari. Leurs enfants ne vont plus à l'école. Pour subvenir à nos besoins, nous sortons tôt le matin pour aller chercher de la glace et aller vendre. Grâce à l'électricité dans cette localité, ces femmes, au nombre d'une trentaine, sont debout tous les matins pour s'approvisionner en glace. Direction Manéa pour la vente. Depuis la fermeture de l'usine, je me suis lancé dans cette activité pour être chauffeur, comme j'ai une voiture. Et aujourd'hui, avec l'activité des femmes, la vente de la glace, des bonbons, donc on a même organisé une association dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ici, comme vous le voyez ce matin. C'était en décembre 2011, lorsque les travailleurs de l'usine ont lancé une grève pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Une revendication qui n'aura abouti qu'à la fermeture de l'entreprise. Dès lors, les habitants se sont lancés dans plusieurs activités génératrices de revenus, des activités qui comptent des populations de Fria. Lutte contre les mutilations génitales féminines. Avec une thématique qui questionne le respect que nous avons pour la femme, son corps et sa santé. En 1964, les autorités guinéennes ont engagé la lutte contre les mutilations génitales féminines. Mais c'est seulement en 2000 qu'une loi criminalisant la pratique a été adoptée. J'invite toutes les femmes guinéennes à suivre le slogan des PSI pour dire que ma fille ne sera jamais excisée et ma fille ne subira jamais le fléau dont j'ai été victime moi-même. Je pense que ça y va dans la santé de la femme, ça y va dans le développement même de notre nation. Une campagne de sensibilisation bâtie dont le slogan est « Filles non excisées, filles épanouies » se fixe pour défi l'abandon de l'excision en Guinée. Elle va couvrir les 33 préfectures en ce mois d'avril. Santé de la femme toujours du côté de Fria. Une jeune fille âgée de 13 ans traîne depuis 2 ans une malformation. Aminatou Diallo, élève en 4e année, souffre d'une maladie qui cause l'augmentation du volume de ses seins. Les résultats des examens médicaux recommandent une intervention chirurgicale, mais la famille ne dispose pas de moyens. Elle sollicite le concours des bonnes volontés. NSS est donc lancé en faveur de cette petite fille de Fria. Suivez. Voilà plus de 2 mois que l'école a ouvert ses portes. Élèves et encadreurs mettent les bouchées doubles pour achever les programmes. Si ces élèves poursuivent régulièrement leurs études, Aminata Diallo par contre reste toujours immobilisée à la maison à cause du poids de ses seins qu'elle ne peut plus supporter. Sa souffrance dure depuis 2 ans. Ça fait 2 ans comme ça que moi je n'ai pas été à l'école. Depuis lorsque je faisais la 3e année,
j'ai eu cette maladie. Je n'ai pas pu faire la 4e année ni cette année, la 5e année. Aminata s'est rendue dans plusieurs structures sanitaires du pays. Partout, les résultats des examens montrent qu'il faut une intervention chirurgicale. Mais les parents n'ont pas de moyens pour faire face à cette situation. Aidez-moi pour que je puisse retrouver ma santé et que je puisse continuer mes études. Tous mes amis sont dans les classes supérieures alors que moi je suis assise à la maison. Avec l'augmentation progressive du volume de ces seins, l'espoir s'éteint chez Aminata Diallo. Au palais Sékou Touréa s'est tenu aujourd'hui le conseil extraordinaire des ministres ce jeudi sous la haute autorité du chef de l'État, professeur Alpha Condé. À l'ordre du jour, plusieurs questions d'intérêt national dont Ebola. Suivez le compte-rendu du porte-parole du gouvernement au micro de Mahmoud Bari. Le président de la République, professeur Alpha Condé, puis le conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce matin au palais Sékou Touréa. Plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Il s'agit notamment du projet de loi portant modification de l'ordonnance numéro 042 PRG du 25 février 1985 portant création de l'ordre des experts comptables agréés en Guinée. Ce texte vise un meilleur encadrement juridique de l'accès et de l'exercice de la profession d'expert comptable en Guinée, conformément à la pratique professionnelle internationale. Le ministre a précisé que les nouvelles dispositions introduisent le rattachement de l'ordre des experts comptables à la tutelle du ministère chargé de l'économie et des finances et du ministère de la justice. Il a également détaillé que l'exercice de la profession de comptable agréé est contenu dans ce projet de loi. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune a soumis un projet de loi portant institution et réglementation du volontariat national des jeunes en Guinée. Cette loi institue, définit et facilite l'engagement solidaire dans les actions de volontariat sur le territoire national auprès de certaines structures d'accueil. Le texte a été renvoyé à la prochaine session en deuxième lecture. Le ministre des Mines et de la Géologie a présenté également une communication relative à la revue des projets miniers en République de Guinée. Alors il s'agit des projets Simandou Sud, il s'agit du projet de mutualisation des infrastructures de la CBG, de Guinea Alumina Corporation et de Russal, du projet de bauxite à l'UFER, du projet d'alumine de la China Power Investments, du projet de forage pétrolier Tullow Oil, de l'extension des activités de la CBG, de la SAG, de la SEMAFO, des blocs Simandou 1 et 2, et enfin des blocs de bauxite de Bofa. Le ministre nous a expliqué que c'est dans un contexte caractérisé par le ralentissement de la demande mondiale des produits miniers et l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola que le secteur minier guinéen a évolué en 2014 et qu'il continue à évoluer en 2015. Au dire du porte-parole du gouvernement, le ministère de la Santé a présenté une communication relative à l'organisation des 6e journées médicales Guinée Région Rhône-Alpes du 10 au 14 mai 2015 à Conakry. Le ministère de la Santé a présenté une communication relative à l'organisation des 6e journées médicales Guinée Région Rhône-Alpes du 10 au 14 mai 2015 à Conakry. Il a informé le Conseil que depuis 2013, une coopération scientifique et technique est mise en place entre la région Rhône-Alpes de France et la République de Guinée grâce à une ONG nommée France-Guinée Coopération. Dans le cadre du renforcement de cette coopération, des journées médicales sont organisées tous les 2 ans à Conakry avec la participation de personnalités scientifiques françaises, africaines, guinéennes qui ont toutes une renommée internationale. Selon le porte-parole du gouvernement, le Conseil a largement débattu des questions liées à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Et le porte-parole a dit que le chef de l'État exige le respect des mesures de renforcement de l'urgence sanitaire pour en finir avec cette épidémie qui a créé énormément de dégâts en Guinée.
Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le programme de réforme du secteur de la justice est en marche. Le projet de construction d'une maison centrale moderne est prévu à Yorokogia, dans la préfecture de Dubreka. La maquette de cette maison carcérale a été présentée aux autorités. C'est une prison qui va favoriser la réinsertion des détenus. Sa réalisation va coûter plus de 200 milliards de francs guinéens. Voyons la maquette avec Tierno Younoussaba. Bientôt, une maison de détention de haute sécurité en Guinée. La maquette de l'infrastructure est présentée aux autorités judiciaires. La construction du complexe pénitentiaire est prévue à Yorokogia, dans la préfecture de Dubreka, sur une superficie de plus de 5 hectares. Avec une capacité d'accueil de 1500 prisonniers, l'édifice sera doté d'espaces sportifs, culturels et sanitaires pour les personnes incarcérées. Une avancée vers la rééducation et la réinsertion des prisonniers en Guinée. L'amélioration des conditions de vie de la population carcérale est devenue une impérieuse nécessité pour répondre aux critères d'un État respectueux des droits humains. La réalisation de cette maison centrale est un acquis pour le respect de la dignité humaine en général et celle des prisonniers en particulier dans notre pays. Enfin, notre pays va être en conformité avec ce qu'on appelle le standard minima international en matière de prison. Et cette prison permettra de résoudre cette difficulté qu'on a dans notre pays, c'est-à-dire le côté vétuste un peu des prisons qu'on a, le fait que chez nous, les personnes condamnées sur le plan pénal doivent purger leur peine, mais doivent purger leur peine dans la dignité. La construction de cette maison de détention est assurée par une société de droit privé espagnole. Le délai d'exécution des travaux est de 15 mois. La pose de la première pierre aura lieu les jours à venir. Les organisations de la société civile préparent les états généraux du mouvement social. Au cours d'une conférence de presse organisée ce jeudi à Conakry, les acteurs ont confirmé la tenue de l'événement du 4 au 6 juin prochain. Des états généraux qui vont redéfinir le rôle du mouvement social guinéen. Compte rendu Bernard Tonguino. Le mouvement social guinéen s'engage pour une nouvelle organisation. Au cours de cette conférence, les représentants de quelques organisations de la société civile expriment la nécessité de tenir les états généraux. Des états généraux qui devraient permettre d'aplanir les divergences qui minent la société civile depuis quelques années. Il y a plein de choses que nous devons corriger, mais pour les corriger, il faut qu'il y ait une charte commune, il faut qu'il y ait des valeurs communes partagées. Voilà ce qui nous motive à aller. Initié par la PECUD, Plateforme des citoyens unis pour le développement, le projet d'états généraux de la société civile a été adopté à l'Assemblée générale du mouvement social. À moins de 2 mois de la tenue des assises nationales annoncées pour le 4 juin, plusieurs autres organisations restent à convaincre pour adhérer au projet. Nous voulons uniquement aider à développer la Guinée, mais à travers une structure médiane qui peut, au moment venu, dire à X ce que vous dites n'est pas bien et à Y ce que vous faites aussi n'est pas bien. Voilà dans quel sens nous devons aller. Pour les conférenciers, les états généraux visent la réorganisation du mouvement social, notamment la redéfinition du rôle de la société civile sur la scène sociopolitique. Des opérations de sensibilisation se poursuivent pour fédérer plus d'organisations autour du projet. Parlons des élections. Si les élections locales sont organisées avant la présidentielle, près de 400 000 Guinéens seront exclus du processus. La révélation est faite aujourd'hui sur le plateau de l'entretien de Coloma par le directeur de la communication de la CENI, Alpha Condé, est revenu sur les raisons techniques qui ont conduit la CENI à décider de la tenue de la présidentielle avant les élections locales. Je vous propose ici un extrait. Qu'on ne fait pas un scrutin sans une liste révisée. La CENI a corrigé son fichier à partir de l'analyse des anomalies issues des élections législatives de 2013. Heureusement que l'on a dit que ce sont des anomalies, heureusement que ces observations n'ont pas étayé des preuves de fraude, mais des anomalies. Donc nous avons corrigé les anomalies de façon à pouvoir rapprocher les électeurs. Aujourd'hui, on a une base de données.
Mais pour que cette liste soit vraiment une liste pour un scrutin, il fallait ouvrir la liste et faire la révision pour que les Guinéens qui ne sont pas inscrits sur ces listes-là, de 2013 à maintenant, figurent. Parce que il faut que l'on sache respecter quand même le citoyen guinéen. On a aujourd'hui des citoyens qui sont arrivés à l'âge de la majorité civile, donc reconnus comme électeurs. Est-ce qu'on peut organiser un scrutin en les privant de leur droit de vote? En organisant des élections locales, s'ils ne sont pas inscrits sur une liste électorale, est-ce qu'on ne les prive pas de leur droit de vote? Premièrement. Deuxièmement, on dit qu'il faut qu'on organise une élection inclusive. L'inclusivité d'une élection, c'est quoi? C'est un, tous les acteurs politiques sont présents. Deux, tous les citoyens en âge de voter doivent être présents. Vous suivrez l'intégralité de l'entretien avec Alpha Yero Condé après ce journal. Dans l'actualité encore, cette riposte anti-Ebola qui s'intensifie. Les ministres de la Communication et de la Santé dans les localités de Sengeleng et Benna Moussaya, c'est dans la préfecture de Forikaria, Makanera Kake et Rémi Lama rencontrent les personnes contacts et assistent à la sécurisation d'un corps avant l'enterrement. Yaya Silla, de retour de Montréal. La commune urbaine de Forikaria, ici, était réunie l'ensemble des partenaires de la Guinée dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola pour un autre plan de riposte. L'arrivée des ministres de la Santé et celui de la Communication dans cette salle a coupé court cette réunion. Pour le ministre Rémi Lama, il n'est plus question de perdre le temps dans des réunions. Je le dis et je persiste. Il faudrait que nous diminuions le temps des réunions. Une réunion qui excède plus d'une heure, elle n'est plus efficace. Il faudrait que nous comprenions. Nous devons plutôt axer nos efforts sur les actions urgentes, sur les actions concrètes, que de perdre de temps dans les réunions qui peuvent être faites en 30 minutes. Mais si on réunit tous les acteurs sur la même table pour faire plus de 4 heures de temps, je ne vois pas vraiment l'efficacité de cette réunion, pendant qu'il y a des situations sur le terrain. C'est cette invite que je voulais lancer à tous nos partenaires, à tous les acteurs de la riposte, que nous accordions plus de temps sur le terrain que d'être dans les salles de réunion. Direction Sengeleng Centre, un des villages de la CRD de Maferinga. Là, les 30 contacts sont suivis jusqu'au 30 avril. Le village a enregistré 6 cas de décès confirmés. Mais auparavant, le 28 février, le premier cas s'est déclaré à Sengeleng. Et le même jour, la population nous a accepté. On a pu faire l'enterrement sécurisé et prélever ce cas. Ça s'est avéré positif. Le lendemain, pour le suivi des contacts, ils ont listé 90 contacts pour toute cette concession. Et parmi ces 90 contacts, le dernier cas dans cette concession, c'était le 13 mars. Donc les 90 sont sortis du suivi le 3 mars. La délégation a été informée d'un cas de décès à Benna Moussaya. Le défunt Bitisori Kamara était un patriarche dont l'enterrement sécurisé a valu l'arrivée des 2 ministres sur place. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où il faut absolument avoir 0 Ebola dans quelques jours. Et pour cela, nous avons profité de troquer nos costumes et cravates avec les habits des paysans pour aller les rencontrer dans leur maison, dans leur cuisine, dans leur case, afin de faire sauter les derniers verrous de méfiance, les derniers verrous des spéculations, de l'intoxication au niveau de la population, pour faire en sorte que la population et le personnel puissent conjuguer les mêmes efforts et de créer une synergie qui nous permettra de faire 0 Ebola sous peu de temps. La mobilisation des autorités locales et l'équipe gouvernementale se poursuit à Forikaria. Il y a récemment 48 heures sans un cas confirmé, mais la garde continue.
Et dans l'actualité toujours tenue ce matin du deuxième congrès de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CEPEG, l'objectif principal de cette réunion est l'élection d'une nouvelle structure du bureau exécutif. Après le vote, Adja Aïssatou Nyouma Traoré est réélue à la tête du bureau exécutif de la CEPEG, entendez la Confédération patronale des entreprises de Guinée. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Mandiana et partout ailleurs dans le monde. Je vous dis merci de l'attention et bonsoir.